Alors, on y va? Alors, moi je vous propose donc de commencer par revoir un peu les bases de la modélisation. Pour ensuite passer à la modélisation d'un petit modèle. Un petit doudou. Ça s'appelle comment ici? Alistair. Hein? Alistair. C'est celui de ma fille. Je vais piquer, elle était d'accord. Ah, elle m'a dit oui. Pour après, si on a le temps depuis les UV, voir justement comment ça marche avec Unity. Pour l'intégrer dans Unity. Oui. Une suggestion. Oui. Alistair. Si on fait tous le même Alistair, ce serait dommage. On ferait qu'un Alistair et si on intègre ça dans Unity, on aurait quelque chose Unity avec plein d'Alistair. Ah, si vous voulez faire des variations, oui. Sinon, est-ce qu'on peut faire par exemple un sapin ou un truc comme ça? Comme ça, tout de suite, ça pourrait modeler. Un sapin. Alors, c'est vrai qu'on est proche. Non. Attends. Il y en a qui font le Alistair, s'ils veulent. Et puis il y en a d'autres qui s'inspirent du style de ce perso. Et si on peut faire autre chose, on le fait. Oui, de toute façon, rien n'est obligé. Mais c'est simplement pour ceux qui. Hein? Il y a le rig et tout. Bah oui. Oui, le rig. Le sapin, tu veux pas régler grand chose. Oh, et puis il y a des. C'est vrai, mais après, chacun fait comme il a envie. Moi, je propose de partir sur un truc comme ça. Si ça vous préférez partir sur autre chose, ça pose pas de problème. Mais là, je trouvais, pour ceux qui veulent apprendre, c'est plus simple pour faire ensemble. J'ai aussi une question. En fait, donc on va voir plus que la modélisation, si j'ai bien compris. Oui. C'est la modélisation, l'animation, en fait. Voilà, et on va essayer de mettre quelques couleurs aussi. Tout ça, tout ça en 4 heures. Ah oui, pour être productif. Ça, c'est super cool. Voilà. Ce soir, vous savez tout faire. Donc, chut, on commence. Je pense que les retardataires, ils vont plus. Ouais, si. Je regarde la vidéo. On a droit à la photogrammétrie. On a droit à la photogrammétrie. Non, sinon, mais ça pour des. Ah, de toute façon, moi je vais prendre. 2-3 cartes, comme ça, eux ils le voient et nous on le voit aussi. On voit l'artiste spécialiste. Non, parce que moi je m'en fiche. Mais comme ça, je le bien en face. Ah, tu bien ça. Ah ouais, j'avais Oui, mais de toute façon, l'idée c'est d'en inspirer. On va pas faire les coutures et les détails. Pourquoi pas? Bah, si tu veux, hein, mais. Ah, mais Du coup, la photogrammétrie ça marchera pas. Bah non, l'idée c'est de faire un truc simple. Alors, donc je vais juste rappeler la base. Donc quand vous ouvrez Blender, vous arrivez sur le fameux cube. Non. Normalement. Et vous avez donc dans votre scène une caméra, une lumière et le cube. Les commandes de base, donc déplacer, rotation et redimensionner, on peut les faire avec des raccourcis clavier. Avec G, et en bougeant la souris, on peut déplacer son cube. Et une fois qu'on a appuyé sur G, on peut contraindre sur un axe avec X, Y ou Z. On a, en 3D, on a 3 axes, X, Y et Z. Donc si j'appuie sur X, je peux... Ouais. Oui. Doucement, hein. Alors effectivement, si je fais XX... Non, mais il faut que ton objet soit tourné. Oui, il faut vraiment qu'il soit. Il ne faut pas appliquer par contre. Voilà, effectivement. Mais bon, là, tu me perturbes. Là. Donc, comme je disais, hein, avec G, X, Y ou Z, donc on peut contraindre sur un axe. On peut aussi le faire avec la souris. Avec la roulette de la souris, en appuyant sur le bouton de la roulette, on peut contraindre directement sur l'axe. Il y a plein de façons de faire. Hein. Vous pouvez aussi utiliser les manipulateurs, hein, ça marche aussi. Et si vous n'utilisez pas du tout les manipulateurs, vous pouvez les cacher ici. Ça dépend si vous avez besoin d'avoir ou pas. Et pareil, vous avez à côté du petit manipulateur ici. Personnellement, j'utilise pas ces menus, mais vous avez donc, pour bouger, pour faire la rotation, et pour faire le scale, redimensionner. Du coup, je vais aller prendre en même temps. Ouais, mais faut être un peu schizophrène pour aimer travailler comme ça. Donc, G pour déplacer, R pour ce qui est rotation,
Donc si je fais RR, j'ai rotation libre. Alors j'ai pas précisé, mais si je veux annuler, je fais échappe. Bouton droit. En fait, tu veux pas t'installer là, comme ça j'ai tes commentaires sur la... Prochain coup, c'est toi qui nous fais un tuto. Ouais, on sent que tu en as envie, donc... Et donc c'est pareil, avec R, on peut faire X, Y ou Z. On peut contraindre sur un axe. L'axe autour duquel l'objet tourne. Ouais. Et pareil, avec la roulette de la souris, ça marche pareil. Là j'explique pour les trois raccourcis. C'est le même principe pour les trois. Le scale, pareil, S. Alors, important, par contre, la position de la souris. Si vous faites un scale avec la souris près du modèle, le scale va être très fort, très rapidement. Alors que si vous mettez la souris loin, on peut aller beaucoup plus doucement. Dans Blender, la souris, là où elle se trouve, ça a son importance. Si je fais un raccourci clavier et que ma souris elle est pas dans la scène 3D, ça marche pas. Là, si je fais mon R et que je suis sur les menus, mon R marche pas. Il faut vraiment être dans la scène 3D. Pareil, S, si je fais X, bah, je peux contraindre sur X, Y et Z. Ça va pour l'instant? Par rapport à la souris, donc pour la sélection sur le clic droit, on peut le changer si on le souhaite. Ça c'est chacun qui souhaite. Est-ce que quelqu'un a besoin de savoir comment on change le sélecteur? Non? Un sélecteur. Bah, ce que je viens de dire. Tu suis pas, tu vois? Ouais. Qu'on sélectionne le clic droit. C'est préparé le sketch. Non, Rien du tout. Non. C'est un prototype. Le sélecteur, c'est la façon de. Bah, faut que ce soit un peu marrant. Hein, sinon c'est pas... La façon de. Ah, mais il vient de se réveiller, c'est pour ça. Moi, je me rappelle, je suis en mesure. J'en suis maintenant. Voilà, donc Le sélecteur, est-ce que tu veux- le clic gauche permet de placer le curseur 3D. Alors, le curseur 3D permet de servir à plein de choses, mais par exemple, il peut servir de pivot. Donc, si par exemple je place mon curseur 3D ici, et que je lui dis de faire en fonction du pivot du curseur 3D ici, si je fais une rotation, je peux faire la rotation par rapport à ce curseur 3D. Dans certains cas, ça peut servir. Par exemple, si je me délise un bras et que je veux le placer, je mets le curseur 3D au niveau de l'articulation, et du coup, le bras, je peux le positionner plus facilement. Donc, par défaut, c'est le point médian hein, qu'on utilise. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, si maintenant je me suis retrouvé avec mon cube qui est ici comme ça, par exemple, et que je veux revenir à un cube au départ, ou annuler ce que j'ai fait, en fait, on peut faire une nouvelle scène, mais on peut faire CTRL Z, mais aussi, dans Blender, la touche Alt annule pas mal, assez souvent, ce qui a été fait. Par exemple, si avec G, j'ai déplacé mon cube, si je fais Alt G, je le replace au centre. Si je fais Alt R, j'annule la rotation. Si je fais Alt S, j'annule le scale. En fin de compte, c'est la même chose que quand tu passes par le plan of end. Oui, si je fais un... Tu remets à 0. Si tu fais CTRL Z 3 fois là, pour revenir au truc d'avant. Encore un scale. J'ai fait un scale. Ok. Où ça? Ouais, Moi, j'utilise donc, pas trop ce... Donc, tu as la valeur du scale, là. Tu as fait un scale, on voit que tu as fait un scale, on voit que tu l'as déplacé, et on voit que tu as fait une rotation. Oui, donc je peux remettre 0 partout, en fait. C'est un peu plus long. Oui, mais si tu veux juste modifier une valeur. Effectivement, oui. Ça, si je fais... Et comme Ah, ça, bah non. attends, on revient de point en arrière. On revient dans la position d'avant. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Et on pas sur le cube de scale et on replie. Comme ça, là, si là tu fais Alt R, on voit tout de suite le changement là-bas. Oui, tout à fait. Non, je chicote, hein, mais ça peut effectivement être très intéressant. Si tu vois Alt S aussi, il va mettre les trois d'un coup à 0. Mais par contre, en fait, c'est parce que là, en fait, il y a toujours le dilemme. Au départ, le cube il était bien centré sur l'origine, etc. Mais le Alt S,
ça le remet à l'état d'avant, ça le remet pas au centre en fait. Oui, ça, en fait, ça annule ce que le S Ça a fait. été fait. Ça annule le S, en fait. Le dernier. Donc, Non, ça annule non, non. tous les Ça annule ensemble. C'est ça. Tous les scales. Ouais. Ça réinitialise le scale, en fait. Le R, Ça le... remet à 0. Oui, D'accord. mais juste pour son modificateur. Enfin, pour son... Juste pour le scale. si j'ai fait des rotations et que je fais Alt R, j'annule toutes les rotations. Si je fais Alt S, j'annule tous les scales. Si je fais Alt G, j'annule tous les déplacements. Alors, là, j'en Effectivement, avec le cadenas, je peux je peux empêcher le... Ça revient pas Ouais, à c'est des fois, surtout les caméras, une fois que t'as calé ton truc. Mhm. Et du coup, tu peux... non, mais ce qui est pas mal, en fait, effectivement, c'est que si je fais un scale X, un scale Y, si je verrouille mon Y, et que je fais Alt S, je garde quand même mon scale... Ça peut servir. Effectivement, le panneau N... j'utilisais pas, mais effectivement, c'est pas mal. Et sinon, on pourrait aussi faire un scale. Tu fais un scale là, il va faire sur les 3 axes. Et après, tu fais scale et après X et donc, ou majuscule X, et il fait un scale sur les 3 axes, ça peut. Ah, ça c'est S, c'est Alt Z par exemple, je crois. Non, c'est Shift, hein. Ouais, Shift Z, voilà. Là c'est... Donc j'ai fait S, et après je fais Shift Z. Et du coup, il va scaler sur tout sauf le Z. Donc Shift X, là c'est tout sauf le X. Après, c'est pareil pour les rotations. D'accord. Pour prouver le même principe. Voilà. Tu peux me parler du fait d'appliquer ou pas une échelle? Non. Je suis pas archi... Non, ouais. Non, mais parce que ça. En fait, c'est une importance parce que si ton cube est tourné en fait dans. Maintenant, on fait une rotation aléatoire. Ça, c'est pas Si tu appliques l'échelle en fait avec CTRL A, en fait dans le panneau N à droite, il va mettre toutes les dimensions, enfin l'échelle à 1 ou la rotation à 1. Ça veut dire que quand on fait Alt, quand on veut réinitialiser les rotations, c'est fini en fait. Lui, il a figé les rotations et pour lui, sa rotation à 0, c'est ça. D'accord. Oui, Là, en fait, effectivement, du coup, c'est intéressant aussi. C'est que tous les vertex ont été recalculés en fait. Ouais. Tous les vertex ont été recalculés. Pour lui, c'est la position 0. Les zéros sont les rotations sont effectivement notées en 0, 0, 0. Donc là, j'ai pas le choix de faire un start file. C'est quoi ça? Non, il y a pas de souci. Non, au contraire, c'est intéressant. Alt, c'est CTRL A. Ouais, voilà. Et tu appliques en fait ce que tu veux là. Ce menu peut servir assez souvent. Ouais. Mais il faut, effectivement, il y a des fois, ça a un sens de l'appliquer pour des, je sais pas, pour des armatures, des choses comme ça. Mais par contre, du coup, ça veut dire que ça fige cette rotation, tu peux plus récupérer ta rotation d'origine. Et du coup, tu peux plus, c'est pareil quand il a montré tout à l'heure les rotations par rapport à l'axe de l'objet ou du world, t'as plus, tu fais ZZ, t'as plus la rotation dans l'axe là, parce que son axe, il a remis à 0, donc c'est Z. Je vois en fait, on parle de technique commune, mais regarde en fait là, si on prend la modélisation du donc c'est quand même je pars d'une sphère. Après, j'ai la déforme un peu comme ça en fait, tu vois. Bon, et j'arrive à peu près en déformant à avoir la forme que je veux. Ouais. Mais en gros, à un moment donné, j'applique le truc parce que ça, c'est vraiment le modèle en fait que je veux. Il y a des choses que tu as besoin d'appliquer. Pour les UV par exemple, ce genre de choses, tu as besoin d'appliquer, sinon tu as des soucis en fait d'échelle. Après, si tu veux, par sécurité, garder une trace, tu fais une sauvegarde incrémentale quoi. Ou alors, si quelqu'un peut juste ouvrir. Ou alors, ce qu'il faut faire, c'est le parenter. Le parenter un empty par exemple. Bonjour. Bon, ça, tu sais que ton empty, il va garder la position, mais tu vas pouvoir appliquer ta rotation ou ton échelle sur ton objet, mais ton empty, lui, il va garder en fait son truc de base. Donc du coup, en fait, tu peux garder comme ça une orientation spécifique. L'empty, c'est un objet vide qui peut servir effectivement de repère pour pas mal de choses. Oui, parce que en fait, quand un objet est parenté, en fait, sa position
position locale, c'est plus par rapport à. Enfin, c'est par rapport aux parents en fait. Il garde ses références à lui, mais il va être. Comment dire ça, si ton cube il est tourné avec les pointes en l'air, et que tu as ton axe, ton anti qui est dans le bon axe, tu appliques ta rotation sur ton cube, donc lui il va se dire bah, l'axe Z c'est ça. Par contre, si tu fais des mouvements par rapport à ton anti, lui il a encore l'axe qui part en biais en fait. En changeant l'anti, ça change. Ouais. Même tous les fixes en fait. Oui, ouais. Et du coup, après, selon comment il est placé, tout ça, mais du coup, ça permet d'avoir ça en fait. Je crois qu'il y a une autre technique, mais je sais plus. Pour retrouver en fait l'orientation des normales en fait. Tu vois, sans qu'il considère que son axe Z c'est avec la pointe en haut, il va considérer que une fois que tu as appliqué que l'axe Z c'est celui-là, mais tu as les normales en fait, l'orientation par rapport au normal. Tu as l'orientation par rapport à l'objet, au world, ou alors tu peux aussi dire que c'est les normales qui vont. Et du coup, si tu fais Z, il va le faire par rapport au normal quand même. Je crois. Je vais le tester. Du coup, je continue. Oui. Donc on a vu rotation, déplacement, scale. Oui, monsieur. Juste avant de commencer. Ah bon, j'ai pensé que j'avais commencé en fait. Ouais, non, mais. J'ai pas compris là. Ce qui se passe, c'est que. On choisit les bonnes échelles. Je suis en train de faire un objet et je me dis. Mais attends, moi justement, je vais d'abord montrer comment on fait. Et après, on va. Là, pour l'instant, c'est vraiment pour que les gens comprennent comment ça marche. Ah non, moi je pars dans le bon sens, monsieur. Ça suffit maintenant. Donc, on a vu déplacement, rotation, scale. Maintenant, on va voir l'extrusion, qui est, pour moi, je pense, un des outils les plus importants. Juste avant, j'ai oublié les vues. Sur le pavé numérique du clavier, si vous en avez pas, je vous conseille fortement d'en acheter un externe comme lui. Parce qu'on peut l'émuler, mais c'est pas top. Vous avez les différentes vues. Donc, de base, ça doit être comme ça. La vue 1, donc, vous avez 1, 3 et 7. Qui permettent de faire le tour de l'objet. En maintenant contrôle, vous avez la vue inverse. Donc, si je fais contrôle, par exemple, si je fais 3, j'ai la vue de droite. Si je fais contrôle 3, j'ai la vue de gauche. Si je fais contrôle 7, j'ai la vue d'en bas. Et quand vous modélisez, moi je vous conseille d'être toujours en vue ortho. Donc ça se passe avec la touche 5. Vous avez la vue perspective et vous avez la vue ortho. Donc toujours, moi je modélise toujours perpendiculaire au modèle, en tout cas pour bien placer les choses. Par exemple, si je fais un personnage et que je veux sortir des bras, je me mets en ortho. En ortho ? Oui, toujours. Parce que sinon on peut avoir la notion. Comment dire, je vais montrer ce que je veux. On peut se planter et avoir l'impression qu'on est à côté, mais en fait pas du tout. Par exemple, si là je me mets comme ça, à peu près, et que je commence à sortir des choses. Ah oui. J'ai pas forcément. Ouais. Je suis pas forcément aligné, je verrai pas forcément. Parce que si je n'utilises pas la voilà. contrainte par rapport aux axes. Alors que si je suis en ortho, je suis sûr d'être aligné. Ortho, c'est 5. C'est 5. C'est marqué en haut à gauche. Hein. Là c'est indiqué. Par contre, éviter de sculpter un visage ou quelque chose en ortho. Oui, non, clairement. Clairement pas. Non, je parle bien de modélisation polygonale. Hein. Je parle pas de sculpt. Donc maintenant pour extruder, on va passer en mode edit. Donc pour passer en mode edit, si vous n'avez pas modifié votre Blender, vous pouvez le faire donc par le menu ici. Vous avez Edit Mode ou utiliser directement la touche tabulation, qui permet directement de passer d'un mode à l'autre. La première fois, il devrait apparaître comme ça le cube. En tout sélectionné. Avec la touche 1, on peut tout sélectionner ou tout désélectionner. Une fois qu'on est en mode...
si je vais trop vite, hein, faut pas hésiter à m'arrêter. Hein. Faut faire comme lui. Hein. Oui, non, je suis un peu perdu là. Alors on est au Shadok. Ah, là, ça... Donc, une fois que je suis en mode edit, vous pouvez sélectionner soit les faces, soit les vertex, donc c'est les points, soit les edges. Pour faire ça, donc soit vous passez par le menu en dessous ici, vous voyez, soit pour aller plus vite, on peut faire CTRL Tab, et ça ouvre directement le même petit menu, ça va plus vite. Donc quand vous êtes en mode face, on peut facilement le reconnaître, il y a un petit point noir qui apparaît sur la face. Ça va? Alors, donc avec clic droit, je peux sélectionner ma face. Là, je me suis mis en mode face. Pour faire une extrusion, il y a plusieurs façons. Je peux faire E, et je rajoute des polygones. Je sais pas comment on appelle ça. On extrude, hein, on n'a pas d'autre terme. Donc je sélectionne ma face et je fais E. Ok? Et clic gauche pour valider. Maintenant tant que j'ai pas validé, je peux appliquer des choses. Par exemple, dans mon extrusion, là, je peux faire un scale. C'est peut-être pas la meilleure idée. On va valider plutôt, c'est mieux. Et une fois que c'est validé avec le scale, je peux appliquer exactement ce que j'ai expliqué avant, le S, le G et le R, avec toujours les contraintes des axes aussi. Par exemple, si je fais mon RX, bah, je peux contraindre sur mon axe X. Toujours. Il y a toujours la possibilité de le faire numériquement, ou... c'est là, je crois, hein. Non. Là, tu fais R et puis tu tapes ta valeur. Ouais. Ah oui, directement... Oui, ça, oui, pardon. Ouais. Alors, si ça fait ça, c'est que c'est pas une bonne idée. Quand vous avez les polygones qui rentrent l'un dans l'autre, c'est que c'est à éviter. Voilà, c'est cassé. Donc là, vous faites... non, vous faites pas. Peut-être CTRL Z, hein, pour revenir. Ah, mais là, t'es en... Non, on a dit ça marche pas. Ça marche pas, on a dit. Alt R, Alt S... Donc par exemple, là, si je fais un bras, je vais faire un scale pour affiner un petit peu. Je peux toujours utiliser le manipulateur si je souhaite. Hein. Et je continue avec un E. Donc ça, on peut faire avec le E, mais on peut aussi faire un contrôle-clic. Si je maintiens CTRL et que je fais clic, il me fait une extrusion aussi. Donc ça peut être assez pratique pour aller plus vite. D'autant plus que si on est à peu près bien placé, il oriente les edges de l'axe, de la jointure, correctement. Par contre, si c'est trop... si l'angle est trop fort, il fait ce qu'il peut, mais il est pas magicien non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Clic gauche. Clic gauche. Et après, donc, je peux me mettre en mode edge, par exemple. Sélectionner tout un contour. Alors, il y a une façon plus rapide hein, de sélectionner tout un contour, mais on va le faire d'abord normalement. Et avec scale, donc par exemple, si je veux faire des formes un peu plus sympas. Donc pour sélectionner tout un contour plus vite, je maintiens Alt, sauf sous Linux. Ça marche pas sous Linux. Ouais, mais en fait, j'avais cherché. Alt-clic sous Linux, ça marche pas. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Mais il y a sûrement une solution pour le. Il y a des raccourcis Linux avec Alt, c'est ça. Là, en fait, c'est utilisé pour l'environnement. Ouais. Ouais, donc c'était disons. Mais il y a un autre truc en fait, Linux et contrôle. C'est pour commencer déjà. Pour que ça fasse une sélection du tour en fait. Ouais. Donc si je maintiens Alt et je fais clic droit. Et du coup j'ai tout mon tour qui est automatiquement sélectionné. Bon. Jusqu'ici ça va? Ou je vais trop vite?
question pour partir. Là, tu es parti d'un 1, 2, 3 cubes, puis au troisième, tu es parti vers la droite. Partir avec, c'est avec l'extrude, et pour partir en pente, comme ça, en pente, c'était quelle minute? Alors, je vais faire là. Donc là, j'ai fait mon extrusion normale, et après, pour partir un peu dans tous les sens, c'est contrôle-clic. C'est l'extrusion, c'était. Non, pour le scale. Pour le scale. Ah, ça Oui, pour c'est ça. par là, oui, oui. C'est en fait comme j'ai montré au début avec le cube, tu sélectionnes ta face et tu fais S. Ce que j'ai, en fait, tout ce que j'ai montré sur le cube au départ s'applique exactement de la même façon sur une face. Je dis sur une face, mais ça marche très bien sur un point. Hein. Enfin, pas tout, mais un point, je peux extruder un point aussi. Et pareil, le contrôle-clic marchera aussi. Par contre, le scale ne marchera pas vu que c'est un point. Et la rotation, je ne pense pas non plus. Ouais, mais non. Parce que 2 points, ça marche pour le contrôle-clic, c'est pour... Oui. Après, c'est surtout, pour moi, je pense que c'est utilisé pour les choses rapides, pas du détail quoi. Mais si on veut dégrossir une forme, tu allais dire. Non, j'allais dire plutôt pour de l'organique. Oui, en archi, c'est sûr que. Parce qu'en archi, ouais. On peut les redéfinir en fait, les trucs de raccourcis. Oui, mais toute honnêteté, je conseille pas trop. Peut-être juste celui-là, mais. Celui-là, ouais. Ça, c'est quand même vachement. Ouais, c'est clair. Moi, j'essaie une fois le contrôle en bouton droit, sélectionné, je mets sur le bouton gauche. T'es perdu. Non, Ouais, bah oui. Non, il y a tellement de raccourcis clavier dans Blender que tu touches à un truc, à mon avis, il y en a 5 autres qui sautent. Ouais, vaut mieux essayer de les apprendre comme ça. Après, il y a avec les pailles menus, il y a moyen de modifier certains trucs, mais ouais, c'est pareil, j'ai déjà... Faudrait qu'on fasse une séance rien que sur des pailles menus, je pense. Ouais, je pense que l'interface, quoi, optimiser Blender, ça peut être... Ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Il y a possibilité aussi de... Vous avez votre cette zone là, par exemple, vous avez cette zone là, vous avez envie de découper dedans, rajouter des arêtes. Donc c'est possible. Alors il y a encore une fois plein de façons de faire, mais par exemple vous sélectionnez juste un edge, une arête, edge arête c'est la même chose, hein. Et vous faites CTRL R. Avec CTRL R, vous voyez quand je me rapproche, j'ai en même temps je suis pas obligé de sélectionner je peux aller partout. Donc vous voyez je sais pas si ça se voit, le petit rose là. Donc c'est un point de découpe que je peux modifier. Alors, avec la roulette, je peux en rajouter. Donc ça c'est le loop cut and slide. Tant que je valide pas, je peux changer le nombre de découpes. Une fois que j'ai cliqué une première fois, je peux encore bouger ma souris pour les repositionner. Et je clique une deuxième fois pour les valider définitivement. Donc ça par exemple ça peut servir quand on fait un bras, que dans l'articulation ici on veut rajouter des polygones. Pour de l'animation c'est important d'en avoir plus dans les articulations. Ça sert à plein d'autres trucs, hein, mais c'est ce qui me vient comme exemple. Ouais, non, ça pourrait. Hein. Mais t'inquiète, trompe quand même. Bah là justement c'est un bon exemple justement. J'ai montré comment je vais faire ça, comment j'ai fait ça aussi. Si je veux me positionner à un endroit précis, si je veux par exemple que je sois pointé bien précisément là-dessus pour pouvoir travailler en précision ici, ou ici, je vais sélectionner un endroit et je vais faire le point. Et automatiquement le pivot se met sur l'endroit où j'ai fait point. Oui, point du pavé numérique, oui pardon, j'ai pas précisé. Si par exemple je me mets là et que je fais point, mon pivot il est sur ce point là. Ça c'est très pratique. Enfin, moi personnellement j'utilise tout le temps. Ça évite de galérer comme ça. Au début tout le monde a fait ça je pense. Hein, mais... alors, les options. C'est dans l'interface, je crois. Hein.
Bah, j'ai déjà essayé avec le portable, ça marche pas bien. Hein. Non, c'est vraiment pas top. Hein. Ils mettent un message, faut acheter un palais numérique. Vraiment? Ouais. Oui, ils l'ont mis. Input, je pense. Ouais, emulate. Voilà, emulate numpad. Ouais, ça je l'ai. Mais après. Du coup, Mais je crois qu'il fait que les. il fait que les chiffres, il fait pas le point. Ouais. Ouais, le point, c'était la misère. Il était- Après, on peut le retrouver. Et sinon, je crois sur Alibaba. Vous connaissez? Ah oui, le Le plus grand vendeur online chinois. Moi, c'est et les 40 C'est Discord qui vendent un clavier avec le point. J'ai le problème là. Ouais, sinon, en fait, dans la vue 3D en bas à gauche, il y a View. Et en fait, il y a View. Ah oui, il doit y avoir en. View Select, là, Numpad non. point. Donc, si tout en monte. Ah, ok, Ouais, d'accord. un peu plus Ouais, bas. je ne donne pas de point. Voilà, t'as Numpad point juste en dessous. Ouais, parfait. D'accord. Voilà, Où ça? là. Tu cliques dessus et Ça? du coup, Ah oui, d'accord. Du coup, ça te le ressent. C'est un peu plus chiant, mais ça permet d'avoir quand même ce petit. Après, rien ne vous empêche, si vous voulez vous y risquer, à changer de raccourci clavier. Hein. Sinon, il y a une autre option en fait dans les préférences, c'est de. Ouais, mais je crois que c'est pile pour la rotation. C'est d'axer les rotations et tout ça sur l'objet qui est sélectionné. Là, je montre juste comment changer le raccourci clavier. Si jamais vous voulez changer le raccourci clavier, vous allez sur l'option, faites clic droit et là vous avez change shortcut. Mais honnêtement, je ne conseille pas. Peut-être un screener qui apparaît. Malheureux! Oui, je voulais me centrer ici. Là, justement pour illustrer l'exemple de tout à l'heure, là ça manquerait de pas mal de polygones. Donc je peux faire par exemple là un bevel. On peut faire un CTRL B. Donc CTRL B ça permet d'adoucir. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Chanfrer. Ouais. Ouais, Et avec la roulette, c'est le même principe que tout à l'heure, je peux rajouter du détail. Et vous avez en bas indiqué des paramètres aussi. Avec M, on peut faire travailler sur l'offset. C'est... Oh, j'avoue que certains trucs, c'est un peu pas clair pour moi, c'est exactement ce que ça fait, mais... Donc c'est pas très joli. Voilà. Par exemple, si vous faites une pièce mécanique et que vous voulez adoucir le bord, ça peut vite rendre plus joli, quoi. Oui, bien sûr. Mais en plus, c'est important. Non, n'hésitez pas. Hein, Donc là, je fais Alt, clic droit pour avoir tout le tout. D'accord. Et après, CTRL B. Alors pareil avec la souris, pas trop près. Ça permet d'avoir une modification plus douce. Et après la roulette. Et comme dit en bas, il y a d'autres réglages indiqués. Si je fais M par exemple, ça fera pas la même chose. Voilà. Ça, c'est quoi qu'on peut Le bevel. Si vous avez un dé, vous arrondissez les nombres. Ce qu'il vient de dire. Ouais. Ça permet d'avoir quelque chose de plus doux, quoi. Pour les pièces mécaniques, c'est chouette. Ça peut rendre bien. Ouais. Franchement, pour tout, du bevel, il y en a sur tous les objets, le moindre truc, là, il y a du bevel partout. Alors là justement, j'ai créé les deux objets. Si je veux travailler indépendamment sur un seul, donc, par exemple, je veux aller sur mon dé,
que je veux pas m'embêter avec mon éléphant. Je sélectionne mon dé et je vais faire slash. Alors c'est encore une fois sur le pavé numérique. Et ça permet de passer en mode solo. Donc là du coup il y a plus que mon objet sur lequel je veux travailler. Alors j'imagine que dans View ça doit y être aussi. View... Ouais, voilà. C'est assez pratique aussi ça. Quand vous avez une scène avec beaucoup de choses. Donc on sélectionne l'objet. Tu sélectionnes ton objet et tu fais ton slash. Juste slash. Et pour sortir de nouveaux slash. Ou comme je disais, un view... Et les deux objets sont décorés. En mode objet. Bah, de toute façon, c'est deux objets différents. Donc ils ont pas de... Ils sont pas liés. On peut les lier. C'est-à-dire que si je passe en mode edit, je serai que sur cet objet que j'ai sélectionné. Là pareil, si je veux avoir les deux ensemble, je peux les sélectionner tous les deux et faire CTRL-J. Et là, je les ai joints. Et du coup c'est le même objet. Donc tu partages CTRL-J. Et pour faire l'inverse, je sélectionne... Il faut d'abord sélectionner. Ouais. Je sélectionne ce que je veux séparer. Donc par exemple, pour sélectionner, il y a plein de façons différentes. Hein. Je peux faire, je peux m'embêter à sélectionner l'une après l'autre toutes les faces en maintenant Shift. Je peux faire sélectionner une face et faire CTRL+ pour étendre ma sélection, CTRL- pour réduire ma sélection. Ou je peux encore avec B avoir un rectangle de sélection, mais attention, je ne sélectionne que les faces visibles, c'est-à-dire que derrière c'est pas sélectionné. Pour éviter ça, on a ici un petit icône qui permet de voir à travers. Et du coup là par contre si je fais ma sélection, ça sélectionne tout. Et il y a aussi c'est C je crois. Oui C. Alors là je peins ma sélection. Je peux étendre et quand je clique avec le clic gauche, je peins ma sélection. Alors ce qui est un peu embêtant c'est que ma vue est figée, donc je suis obligé de faire échappe pour me déplacer. Et avec C, si je clique avec le bouton de la roulade, je peux annuler la sélection. Donc pour les zones précises, ça peut être utile aussi. Il y a plusieurs façons de faire, vous choisissez celle qui vous plaît le plus ou qui est le plus adapté à ce que vous faites. Donc, et pour tout ça, pour en venir, Pour annuler la sélection, avec le C, tu fais le bouton de la roulade. Parce que la roulade, c'est un bouton aussi, et on l'oublie souvent. Sauf dans Blender, on s'en rend vite compte. Donc, si je veux maintenant isoler ce cube, que ce soit de nouveau un modèle à part, je fais Alt P. Non, c'est juste P. Tu m'as dit en erreur. Oui, pardon. C'est juste P. Et là, je peux séparer par la sélection. Et du coup, là, on voit le reste de l'objet est encore en mode edit, et l'autre objet est séparé. Alors attention, quand on fusionne des objets, il y a des choses qui se partagent entre les objets. Imaginons par exemple, alors j'en ai pas encore parlé, mais j'applique un modificateur de subdivision de surface, qui permet de rajouter des subdivisions au polygone. Alors je vais y venir plus précisément après. Hein. C'est juste pour illustrer le fait d'associer des objets. Si cet objet-là, je le joins, vous voyez le nombre de subdivisions, le modificateur n'est plus associé. Et si je dis pas de bêtises, il ne va pas annuler. Voilà. Si je dis pas de bêtises, ça joue dans Blender, l'ordre d'association est important. Donc là c'est lui que j'ai associé à lui. Normalement si lui, je l'associe à lui, voilà. Il a pris le modificateur de lui. En fait le premier prend les paramètres du deuxième. Ok ?
gros, ouais, le dernier sélectionné, c'est toujours l'objet actif. C'est le chef, ouais. Ouais, du coup, Et c'est ça, quand on parente, par exemple, on fait, je sais pas moi, une guitare avec plein de petites pièces métalliques dessus. Bah, ces pièces, on peut les parenter sans forcément les associer, les joindre à l'objet. C'est-à-dire qu'elles vont bouger comme avec l'objet, mais elles ne feront pas partie de l'objet. Excusez-moi. Oui. Là, quand vous faites P, et que du coup vous dissociez les deux objets, il y en a un qui devient gelé non éditable. En fait, je reviens dessus. Voilà. Donc là, ils sont tous les deux associés. Ouais. Si lui, je fais P et que je le sors, c'est pas qu'il est gelé, c'est qu'en fait, l'objet restant reste en mode edit. Ouais. Et l'autre n'est plus édité. C'est-à-dire que pour pouvoir le rééditer, il faut le sortir du mode edit, le sélectionner lui et passer en mode edit sur lui. Donc ça permet en fait de ne pas se tromper, j'imagine, si on travaille sur pas mal de trucs. Et comme je disais, si maintenant par exemple j'avais si j'avais par exemple cet objet, donc, si j'avais cet objet que je voudrais par exemple qu'il soit tout le temps accroché, mais par contre je veux pas qu'il partage le même objet, je peux le parenter. Donc, je le sélectionne lui, je le sélectionne celui sur lequel je veux le parenter en dernier, et je fais CTRL P. Et là je peux le parenter à l'objet. Et là, du coup, si je sélectionne tout et je prends juste l'objet sur lequel j'ai parenté, si je déplace, ça reste lié. Et c'est pas le même objet. Dans le... Ici, là, l'outliner, voilà, je sais. Il fait partie du cube, en fait. Il est en dessous. Alors, je vais peut-être les nommer parce que... Ça permet aussi des fois de faire des trous, soit des trous, soit de détacher une face. Bon, il y a d'autres commandes pour ça, mais des fois c'est plus pratique de séparer juste une face que de faire une autre commande. Ça va ou je vais trop vite? Ouais. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Par rapport à quoi? Pour de la modèle de base. En général. Peut-être les modificateurs, 2-3 modificateurs peut-être. Ouais, les modificateurs, c'est quand même pratique. Quoi. Donc j'ai parlé tout à l'heure du subdivision surface. Donc les modificateurs, ça se passe dans la petite clé à molette, dans le menu ici. Donc, alors si jamais vous êtes amené à avoir un écran pas très grand, il y a la possibilité donc avec le clic gauche de déplacer les menus, ou alors ici en appuyant sur le bouton de la roulette on peut faire défiler aussi les petits icônes. Ça peut être un peu pratique. Ouais. Ça marche aussi avec le panneau N pour monter, descendre, ou alors le panneau T à gauche. Ouais. Ça évite avec la roulette Pareil hein, pour je crois qu'on peut redimensionner aussi. Oui, contrôle, je crois, il a clic molette. Ouais, c'est le bouton de la roulette. Oui, juste le bouton de la roulette. Ça permet de personnaliser complètement ton interface en fonction de ses besoins. Ouais, je trouve que c'est utile. Mais vu que tu es sur un peu des espaces, tout ça, le fait de mettre en contrôle flèche en haut, des trucs comme ça. Une fois qu'on sait qu'on n'aura pas besoin de l'interface et qu'on veut juste modéliser et être tranquille et pas être embêté par les menus, on place sa souris dans la scène 3D et on fait CTRL flèche du haut. Et on peut même faire N et T. Et là, du coup, je suis en mode juste modélisation, il n'y a aucun menu qui m'embête et je peux modéliser. Et si je fais CTRL flèche du haut de nouveau, ça permet de revenir en arrière. Et N et T, c'est les panneaux de gauche et de droite. Panneau transform et non, pas non, il n'y a pas de nom. Tools et N. N c'est transform. C'est sûr? C'est pas que transform. Non, je crois pas. Les options en fait. Parce qu'il y a les options d'affichage, il y a pas mal de trucs qui sont utiles hein, quand même dans le panneau N. Hein. Oui. Mais si, c'est transform. Et regarde à gauche, c'est marqué aussi. Oui, mais oui. Il y a créate, machin,
Et en haut, c'est marqué tools, là, à gauche, là, le premier onglet, c'est tools. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça tools et transform. N comme dans transform, et T comme tools. C'est vrai. Tu vois, mais regarde, si tu prends, tu cliques à droite, tu peux le mettre en bas pour transform. Donc, je disais donc, les modificateurs. Alors, c'est des choses que l'on peut choisir d'appliquer au modèle, soit de façon temporaire, soit de façon définitive si on les applique. Mais ça permet de revenir en arrière, tant qu'on les a pas appliqués. Il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. J'ai parlé tout à l'heure du Subdivision Surface. Donc j'ai mon éléphant sélectionné et je prends le Subdivision Surface. Ça me permet de rajouter du détail, de rajouter des subdivisions au polygone. Et ici, dans View, je peux augmenter le nombre de subdivisions. Et Render, juste en dessous, en fait, ça correspond au nombre de subdivisions qui seront appliquées quand on fera un rendu. C'est pratique quand on a un ordi pas forcément très costaud et que on veut travailler en subdivision allégée et après avoir un rendu avec plus de subdivisions. C'est aussi une logique qui peut être différente. Qui, moi, au départ, en fait, j'avais pas cette logique-là. C'est-à-dire que pour modéliser des choses rondes, on peut partir d'un cube aussi. Oui. Et au début, c'est bizarre. Et au départ, c'est pas logique quoi, de modéliser un chose rond. Je dirais même que pour modéliser la sphère, je pas du tout. Ouais. Moi, personnellement, j'utilise quasiment jamais la sphère pour partir. Je joue quasiment toujours un cube, ou rien du tout. Et alors moi, personnellement, quand je modélise, je passe le plus tard possible en subdivision. J'essaie de rester le plus longtemps possible en cube. C'est-à-dire à un niveau de subdivision de 0 pour vraiment dégrossir ma forme et avoir placé mes masses quoi. Enfin, vraiment placer où je veux les choses. C'est une façon de faire, c'est propre à moi. C'est pas forcément quelque chose que je conseille. À savoir aussi, quand vous êtes en subdivision et que vous passez en mode edit, vous avez le mesh d'origine sans les subdivisions qui apparaissent. Donc on peut très bien modéliser comme ça, c'est-à-dire que si je déplace mes vertex, ça a une incidence. Je peux extruder mes faces de la même façon. Mais il y a une autre possibilité, on peut, en cliquant ici, plaquer, modifier directement le maillage subdivisé. Et on peut donc continuer à modéliser comme ça, en déplaçant. C'est pratique, mais ça peut être piégeux. C'est ça. Alors, moi, ce que je conseille, c'est que quand vous commencez à faire de la modélisation polygonale, c'est très souvent tourner pour regarder ce qui se passe. Parce que si vous modélisez tout d'un côté, quand vous allez tourner, vous allez dire oh, ah ouais, mince, c'était la 3D, c'est vrai, j'ai oublié le troisième axe, quoi. Et parfois, on peut avoir l'impression d'avoir fait un truc vraiment bien fait, et en fait, quand on tourne, on a oublié tout un. Notre personnage est tout aplati. Vous sélectionnez deux morceaux de maillage que tu as extruder là. Lequel? Là, pour faire une bosse, par exemple. Celle-là, là? Oui. Je me mets en mode ce que je veux, vertex, edge ou face, et là je sélectionne ma face, par exemple. Si c'est un point que je veux sélectionner, je me mets en mode vertex, je sélectionne juste mon point. C'est comme avant en fait. Et moi j'ai une question justement d'un point de vue méthodologie par rapport à ce que vous disiez là. Si on doit faire un objet justement organique, le mieux c'est de le faire de façon géométrique et au dernier moment, entre guillemets, de faire une subdivision des faces pour arrondir le tout Ça aujourd'hui il y a plusieurs façons. Hein. Ce que je vous montre, c'est pas forcément la façon aujourd'hui la plus utilisée. Mais moi personnellement, je continue toujours à faire comme ça. C'est-à-dire que je fais mon modèle de base, je place vraiment toutes mes formes, et après je subdivise. Quand on est dans ce menu-là, c'est un peu galère, non, de beaucoup modifier le truc de façon précise. Non, pas forcément. Si par exemple maintenant je veux rajouter un bras ici, rien m'empêche de continuer comme avant. Hein. Par contre, effectivement, il faut rajouter avec
comme tout à l'heure, hein, du bevel, mais ça permet d'arriver quand même dans des choses précises. Hein. Justement, là, en fait, quand on est dans ce mode-là, en fait, le bevel, ça a un sens, parce que Oui. quand on rajoute des bevels, en fait, ça contraint. Oui, tout à fait. Et là, par exemple, là, ça me permet de faire une espèce de manche, par exemple. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a une autre méthode complètement différente qui se développe beaucoup, c'est partir directement sur du sculpt. C'est-à-dire on sculpte notre personnage et on recrée le maillage par-dessus, on fait une retopologie. Il y a les deux écoles, il y en a qui préfèrent l'un, l'autre qui préfère l'autre. Disons, même en sculpt, on a quand même tendance à passer par un minimum de créer un objet comme ça, une forme qui dégrossit un peu l'objet, plutôt que partir de vraiment rien et de tout étirer, vraiment faire dégrossir sa géométrie pour pouvoir travailler plus facilement dans le sculpt. En fait, tout ce que je disais tout à l'heure est toujours applicable. Hein. C'est simplement que là maintenant c'est adouci quoi. Alors on peut aussi supprimer cet effet de face en mettant ici avec tout l'objet sélectionné. On a un smooth quelque part. J'ai toujours du mal à le trouver celui-là. Un peu smooth. Ouais. C'est un mode d'objet. Là voilà. Ouais. Dans le shading, si je mets smooth, il m'efface les. Il fait un effet avec la carte graphique qui permet de plus avoir de face. Je pense à deux trucs qui peuvent être intéressants pour la modélisation. Vas-y. Parce que l'idéal, en fait, la logique, c'est de pas forcément. Il y a des moments où on est obligé de modéliser tout, de vraiment modéliser les faces, tout ça, mais la logique, c'est qu'on est en 3D, c'est de faire le moins de travail possible, de ne pas répéter les opérations. Du coup, en fait, le mirror. Ah oui. Mirror, soit en modifieur, soit dans le panneau T, il y a option et il y a X mirror. Du coup, en fait, ça permet de modéliser directement pour des objets symétriques. Je vais montrer. Donc, par exemple ici, je vais couper. À cet objet-là, je peux appliquer un modificateur de miroir. Donc, alors là, il m'a rien mis. C'est parce qu'en fait, je dois choisir l'axe. Là, pour l'instant, Vous voyez? C'est ce qu'on utilise pour. Comment ça s'appelle? Ouais. Oui, c'est fortement conseillé. Il s'appelle comment? Alistair. Ouais, c'est dans tout ce qui est symétrique, ou même ce qui est asymétrique, un visage humain c'est asymétrique, mais à la base, en fait, on le modélise en symétrie, et après on désymétrise. Parce que sinon, ça fait énormément de boulot qui est répété, on peut simplifier beaucoup de choses, quoi. Et comme je suis en miroir, ce que je fais à gauche se fait à droite. Hein. J'en profite d'ailleurs. Là, si j'applique si je plaque mon modificateur sur mon mesh, il va y avoir plein de petits points. Quand vous voyez ça, c'est que vous êtes trompé dans l'ordre des modificateurs. Ah ouais. Et qu'il faut placer en premier le miroir. Moi, c'est là-dessus que je me base pour voir que je me suis planté dans l'ordre. J'ai jamais calculé. Dès que vous voyez les petits points, vous dites ça, c'est pas bon. Donc il faut avoir le miroir en premier et la subdivision ensuite. Quand vous êtes en miroir, je vous conseille aussi d'activer le clipping. Ça sert en fait au milieu du modèle. Votre modèle il est pas lié, donc on peut très bien faire des bêtises comme ça. Avec le clipping, on peut plus séparer le centre du modèle en fait. Donc ça, là j'ai beau essayer de séparer les points, je peux plus. Donc ça sert par exemple. Imaginons que j'ai fait mon miroir comme ça et je suis embêté parce que ça se touche pas. Parfois on peut avoir des décalages. C'est une forme de bidouillage, hein, c'est sûr. Mais on peut très bien rapprocher les faces. Mais le problème c'est que là on sait pas où c'est. Donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement activer le clipping et vous avez une limite ici. Déjà on rapproche au maximum.
Et cette limite, on peut l'augmenter. Et au bout d'un moment, voilà, ça se joint. Mais en fait, le truc de rapprocher qui fait du bidouillage, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, en fait, on va avoir des Non, je dis que c'est du bidouillage parce que. Deux vertex qui sont tout poil l'un sur l'autre. Bah, là, justement, ils sont fusionnés. C'est les mêmes. Oui, c'est plutôt ça la bonne méthode. C'est si on veut le rapprocher, en fait. Oui, non, c'est la bonne méthode. Non, quand je dis que c'est du bidouillage, parce qu'il y a une autre façon de repositionner son modèle proprement et de redéfinir son centre de symétrie, mais ça, c'est peut-être un peu tôt pour voir ça. Parce que tu peux vraiment, ton modèle, tu peux lui dire, à cet endroit-là, je veux que ce soit le centre, et du coup, il y a toute une façon de faire pour bien aligner tout, pour bien régénérer la symétrie. Ou alors, vous téléchargez un add-on qui vous fait ça tout seul. On va vite le voir. C'est Lapinage qui a fait ça. Lapinage. Ouais. C'est un add-on, je crois que je l'ai installé, il me semble. Il s'appelle l'Automiro. Oui, voilà, c'est ça. C'est son grand copain, c'est le petit lapin dans son terrier. Donc c'est un add-on qui s'appelle l'Automirror. Il se rajoute dans le petit menu à gauche. Donc un add-on, c'est juste un fichier Python qu'on peut télécharger et installer. Et là, l'Automirror, donc là, je peux paramétrer l'axe. Donc là, mon mirror, j'aimerais bien avoir cette partie-là de l'autre côté. Donc le vert correspond au Y, le rouge correspond au X. Vous avez la légende en bas toujours, hein, mais c'est toujours comme ça. Le X c'est toujours le rouge, le Y c'est toujours le vert, et le Z c'est toujours le bleu. Ce qui peut changer d'un échelle de 3D à un autre, c'est que le Z et le Y sont pas forcément au même endroit. Il y a des logiciels de 3D qui sont en Y en axe du haut, et d'autres qui sont en Z en axe du haut. C'est ce qui change en général, mais les couleurs sont toujours universelles. Si je ne me trompe pas, c'est les couleurs primaires d'ailleurs, c'est lié aux couleurs primaires. Oui, bah oui, puisque tu as des couleurs X, Y, Z. C'est pas des couleurs primaires, le vert c'est pas une couleur primaire. RGB. C'est magenta et jaune, ça c'est couleur primaire, ça c'est couleur. C'est le RGB. Les écrans. Oui, c'est le RGB, mais c'est un autre nom, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Mais si tu as le terme, ça m'intéresse, comme ça je dirais le bon terme. Et donc, mon Automirror, alors je répète, c'est un add-on hein, qu'on peut installer, c'est pas de base dans Blender ça. Mais ça va permettre de gagner du temps. Vous définissez la joie en Y, en positif ou négatif, ça c'est positif si il faut prendre le côté, on prend le côté 0 plus ou 0 moins. En fait, c'est comme en maths, hein, sur un repère orthonormé. Donc là, normalement, si je prends le positif, je devrais avoir mon cube qui devrait être comme au départ. Oui, justement, c'est ce que je viens de dire. Je devrais avoir mon cube comme au départ. Tu vois des sens des flèches, je me dis si c'est en positif ou en négatif. J'ai fait n'importe quoi. Il perturbe le monsieur là-bas. Ah, c'est Lapinage qui est perturbe. Donc je disais, en Y, en négatif, ça va me permettre d'avoir ce que je veux, c'est-à-dire mon modèle qui est directement en mirror. Ça, c'est avec l'add-on. Ça c'est un petit add-on. Si ça vous intéresse, je peux vous passer le fichier. Moi je trouve que c'est pas mal, ça va gagner du temps. Et quel était le raccourci pour avoir le mirror? C'est un modificateur. Alors, donc le mirror, ça... Je vais dans les modificateurs, add modifier, et c'est dans Generate. Parce que la donne de l'API, en fait, il te couvre ton mesh et... Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que normalement, pour faire un mirror propre, il faut le couper, il faut... Sélectionner. S'assurer que tous les points sont bien alignés. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de bien le faire. Ouais, c'est ça. Là, si par exemple mes points sont comme ça va pas le faire. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est prendre tout le côté et faire un S, Y, 0. Donc, pour que ce soit aligné. Parce qu'on peut lui donner des valeurs à Blender. Et en plus, ça c'est pas encore bon parce que là je suis pas sur le... Moi, il permet de faire une qualification. Bah, il fait tout ça. Vraiment, il est pas mal. Hein. T'as fait ton scale par rapport à un point médian, je crois. Oui, j'aurais dû le placer au centre. Ouais, c'est ça, c'est complètement... Oui, c'est ça qui est pratique. Ouais, il fait tout ça.
Donc c'est un petit add-on qui prend quelques kilos, franchement ça vaut le coup de le prendre. Et une fois que vous avez fait par exemple le miroir comme tout à l'heure, vous modifiez un côté, ça modifie automatiquement Oui. le deuxième. Oui. Est-ce qu'il existe un moyen justement de les isoler de telle sorte qu'on peut en modifier un sans que ça modifie l'autre? Oui. Comment il s'appelle? Automirror. Ping. En fait, alors déjà un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais si je clique ici, tout fait partie du mode edit, donc je peux très bien travailler ici comme de l'autre côté. Donc ça c'est pas mal. Bon, bah, par contre je suis encore en symétrie là. Donc, si je fais mon truc, hop, hop. Et par contre si je veux maintenant pouvoir faire asymétrique, il faut que je l'applique. Donc je fais apply. Voilà. Et là du coup je suis de nouveau sur un mesh normal où je peux retravailler. Et si par exemple mon axe de symétrie je veux le supprimer, je peux le sélectionner, faire X et je dissolve les edges. Donc c'est ça l'utilité du apply des modificateurs, parce que sinon on n'est pas spécialement obligé de faire apply. Pour certains exports ça peut être important. D'accord. Ouais. Mais dans Blender pas forcément. Sauf certaines fois où c'est vraiment important. Et même avec un bonhomme rigué, je sais pas, tu vois ce que c'est le rig? Pas spécialement. C'est le fait de pouvoir articuler un bonhomme en fait. Tu peux avoir ton bonhomme, tu peux le diviser que la moitié, tu as le modifier en mirror, et tu peux faire le rig et bouger les bras différemment. Donc il n'a qu'une partie du modèle en fait qui est modifiée. Ça c'est le rig. Mais il te le. Voilà. Bon, il est très mal rigué là, c'est vieux machin. Dans Blender, t'es pas. Ouais, c'est assez rare que tu sois obligé, mais il y a certains moments, il faut quand même les appliquer. Qu'est-ce que je peux voir encore? Le miroir, c'est pas par rapport à là. Moi j'ai un objet complètement à droite, le miroir, et le forme. C'est par rapport au. Non. L'origine de l'objet. C'est par rapport au centre de l'objet, le point d'origine. Il peut être ailleurs qu'au centre. En fait, par exemple, là, si je place mon curseur 3D ici, et que je fais CTRL-SHIFT-ALT-C, un truc qui brise les doigts, on peut mettre l'origine au curseur 3D. Et donc maintenant, le point d'origine de mon objet est là. Et c'est pour ça que des fois c'est embêtant. Donc l'idée c'est de remettre ce point d'origine au centre de l'objet. Toujours CTRL-SHIFT-ALT-C et on peut mettre origine to géométrie. Et là du coup il replace au centre. Hein? Shift S. Pourquoi il y a... Oui, mais non, mais qui est pas. Ah oui, Du coup, t'as plus. Je l'aimais bien, mais je l'ai abandonné. Moi ça va, ça range pas. Ouais, bon, après, c'est pareil, je l'ai encore dans les doigts. Hein. La position, elle est là, Gna. Mais ouais, évidemment. C'est ça. Le miroir au début c'est un petit peu embêtant. Faut tester, faut prendre le temps. C'est toujours un petit peu. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de placer le curseur 3D au centre. Shift S. Non, pardon. Il me perturbe, voilà. Donc ça permet le Shift S permet de placer le curseur 3D à des endroits. Par exemple, curseur to. Je suis perdu maintenant. Ouais, c'est ça. Mon curseur 3D se place au centre. Et je peux maintenant définir mon point d'origine au curseur 3D. Et si je fais un miroir, normalement. Vous voyez? Alors ça peut être pratique par exemple pour faire des comme ça, je sais pas. Un truc. Excusez-moi, le raccourci du coup pour définir le point d'origine. Alors, je recommence. Alors, c'est CTRL-SHIFT-ALT-C. D'accord. Ça dépend. Là-dedans, par exemple, géométrie to origine, c'est pour
notre origine, on l'a mis ailleurs et on veut que l'objet se retrouve sur l'origine. Origine to géométrie, c'est l'inverse. Origine to 3D curseur, donc c'est pour que l'objet il aille. Non, je raconte des bêtises. L'origine, Que l'origine soit au 3D curseur, et l'origine de centre of mass, c'est il prend le modèle et il cherche un centre. Et ouais, au centre de l'objet. Et de manière générale, quand il y a des soucis sur les modifieurs ou ce genre de transformation, il faut souvent checker le point d'origine de l'objet pour vérifier qu'il soit placé correctement. Ça pose vraiment souci. Tout à fait. Et parfois, il y a juste besoin de faire le CTRL A et d'appliquer l'échelle, ouais. appliquer l'échelle. Ou des fois, les transformations qu'on fait, des fois, il faut les appliquer, surtout avec les modifieurs, pour que ça se passe correctement. Je pense qu'on a à peu près ce qu'il faut pour tenter de faire Alistair. Ouais. Juste, excusez-moi, le dernier truc que vous avez dit là sur le CTRL A, c'est quoi ça? On en avait parlé déjà tout à l'heure, c'est l'échelle. C'est pour appliquer. S'il y a beaucoup de modificateurs qui ont été utilisés, parfois ça m'est déjà arrivé qu'ils fassent des trucs bizarres, Blender. Et en appliquant l'échelle, ça revient souvent à la normale. Un petit détail aussi. Alors c'est ici, je crois. Si vous faites CTRL-ALT-U, vous avez les réglages. Voilà. Là, en fait, tu as les rotations, le scale et l'emplacement. En fait. Et du coup, le scale, bonjour. Il y a ça veut dire ce que tu vois. Oui, bien sûr, c'est ouvert. Ouais. Si maintenant tu fais un scale, juste un peu de place quelque part. Peut-être ajouter la table. Voilà, tu cliques. Ton échelle elle a changé en fait. Si tu fais CTRL A, il revient en fait par rapport à cette taille, il regarde son objet à la taille et il t'affiche ton échelle. Il sera tout le centre. Alors, ça, pour appliquer, c'est Apply. rotation scale. Non, faut aussi. Ajoute scale. Voilà. Après, si tu veux appliquer les deux, tu vois, il y a un petit peu de Et du coup, en fait, c'est par exemple, si tu fais un bevel sur un cube, ton bevel, tu donnes une taille. C'est une taille en mètres, en centimètres. Et du coup, si tu as une question par rapport au un millimètre, il va pas être un millimètre. C'est pour ça qu'il faut appliquer l'échelle. Qu'est-ce que dans ce cas-là, je choisis deux sphères ou un grand rectangle? Je dirais jamais de sphère. Pardon? Je dirais jamais de sphère. Jamais de sphère. Moi, personnellement, je dis jamais de sphère. Donc là, ce serait des cubes, quoi. Les 3/4, ça va? C'est bon. Les réseaux, ça va comme ça? Sinon, tu tournes le cube. Là, tu vois, la rotation a changé. Si je déplace, après je fais un G, et je lui donne les axes. Donc je disais donc le CTRL-ALT-U vous ouvre le panneau de réglage et vous avez dans le système la possibilité de mettre en International Font. Alors je ne conseille pas de mettre Blender en français, mais par contre les tooltips oui. Les tooltips c'est tous les petits indicateurs qui apparaissent quand on laisse la souris. Est-ce qu'on a intérêt à mettre les dimensions, métriques et puis la hauteur réelle et tout? Je pense que lui il dira oui parce qu'il fait de l'archi, moi je fais de l'organique, je dirais non. Mais ça dépend de l'utilisation de chacun. Bah, l'échelle n'a pas d'importance en organique. Bah, tu l'appliques à la fin ton échelle. Par exemple, le Ah, si. 4 mm ou 29 cm comme ça. Je sais pas, moi je pense que ton échelle tu peux toujours te la mettre à la fin. Non, c'est pas là ma question, je précise la question. Parce que si par exemple je fais cube, je peux tout en bas à gauche ajouter des propriétés. Après c'est plus possible. Normal en fait. Du genre. Ça disparaît. Ou est-ce qu'on peut le rappeler? Ah, tu parles de... Oui, d'accord, je sais de quoi tu parles. La face de l'objet en fait, quand on crée quelque chose, dans Blender, on fait Shift A et on peut rajouter des primitives. Donc le plan, le cube, le cercle, l'UV-sphère, l'icosphère, le cylindre, le cône, le torus.
au moment où l'objet est créé, on a des paramètres ici qui n'apparaissent que maintenant. Mais ça sert surtout à définir le nombre de faces d'origine, alors, sur le cube, j'ai peut-être pas choisi le meilleur truc pour montrer. Sur l'UV sphère, c'est plus parlant. On peut choisir le nombre de segments de la sphère, par exemple. Le deuxième Z, ça va être par rapport à normal. Ça sera plus par rapport au En fonction du nombre de segments, et en fonction de ce qu'on a besoin, on peut effectivement paramétrer plus ou moins. Ou la taille d'origine. Voilà. Mais comme dit, un personnage, si tu le modélises, que tu le modélises comme ça ou que tu le modélises comme ça, à la fin, de toute façon, tu pourras le redimensionner. Je parle sur de l'organique. Sur de l'archi, c'est ce que je disais, toi tu diras pas la même chose que moi. Non, mais même. Toi, tu travailles sur plan, donc c'est normal que tu aies besoin de. Mais même de l'organique, si j'ai quelque chose qui a une vraie échelle, je le modélise à la vraie échelle. Pourquoi ? Parce que. Déjà, en fait, dans Blender, il y a un deuxième truc qui est cassé, que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est cassé, c'est sûr. C'est des histoires de. En fait, dans le. Il faut savoir qu'il suit une thérapie par rapport à Blender. Dans le troisième onglet, en fait, là, dans la scène. Voilà. Ouais. Là, en fait, on peut choisir métrique, les échelles, en fait, de Blender. Donc, soit c'est. Quand il n'y a pas d'échelle, c'est ce qu'on appelle une unité Blender, c'est-à-dire une unité, c'est 1. Et en fait, on peut le mettre en mètres. C'est pratique pour l'archi, pas forcément. Mais par contre, en fait, en dessous, on a unit scale. Et c'est par exemple, si on le met en mètres, si on veut bosser en centimètres, on peut changer cette unité. Par contre, elle n'est pas bien faite, c'est-à-dire que si on bosse en centimètres, il va redimensionner la taille de l'objet. C'est-à-dire qu'après, quand on ajoute un cube, pareil, il est tout petit, quoi. Et il change, c'est pas le comportement qu'on attendrait par rapport à une échelle, quoi. Et pour le fait de modéliser directement à l'échelle, il y a beaucoup de choses pour du réaliste en tout cas. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, mais pas forcément pour de l'archi. Si on fait après un shader pour le bonhomme, il fait 30 cm, ça a un impact, la lumière a un impact par rapport à l'échelle. J'ai pas dit le contraire. Moi, ce que j'ai simplement dit, c'est que ma modèle, je la fasse comme ça, ou que je la fasse comme ça, si à la fin, je l'en mets comme ça marchera aussi. Oui. Mais c'est ça que je disais, c'est-à-dire que t'es pas obligé au départ de partir à l'échelle si c'est sur un truc qui pas... Oui, donc à la base, t'es pas obligé. Comme dit, chacun c'est... c'est clair. Mais oui, la simulation physique, la taille réelle a une importance, ça c'est clair. Le cycle, il va avoir besoin d'une taille cohérente pour que les rebonds de lumière se fassent de façon cohérente. Ou les physiques, Ça, je dis pas le contraire. C'est juste que moi personnellement, et après comme dit, chacun a ses habitudes. Et moi quand je modélise un personnage, je m'en fiche de la taille qu'il a au début. Effectivement, c'est toujours pareil, on peut le faire. Après c'est plus simple, par exemple si on modélise un humain, on va pouvoir se dire le bras il fait 50 cm, donc c'est plus simple de... Voilà. Mais après c'est un choix. Sur du réaliste, je suis complètement d'accord. Et après si vous faites de l'humain, je vous conseille de partir sur un match d'origine. Un mec human ou un truc comme ça, pour avoir déjà un rapport d'échelle correct. Du coup, est-ce que tout le monde se sent prêt à tenter de faire un petit Alistair ? Pas du tout. Je viens bientôt. Oui, y a pas de souci. Bon, on va commencer. Moi, je vais aller le voir. Ouais, mais après, voilà, s'il y a besoin d'aide, de toute façon. Ouais, mais je crois que j'en fais rien aussi. Il est quelle heure ? On se dit pourquoi 16h45 ? Il est 16h. De quoi ? Pour finir la modélisation ? Pour la suite. Pour commencer la suite ? Pour la suite. Ah ouais, 40 minutes ? Ouais.
Ouais, on fait un truc simple. Comme dit, on fait un truc grossier, on va pas faire. Ah oui, non, tu parles de 40 minutes pour la monnaie. Ouais. Pas où on commence Après la pause. Non, non, c'est non, pas non, la pause non, qui fait 40 minutes. Non, 40 minutes de modé à peu près. Ouais. Bah, on peut Ça va à peu voir près au bout de 40 minutes ce que ça donne. J'ai une question à poser. Ouais. En fait, c'est un truc tout con, mais tout à l'heure, en fait, quand on a extrudé pour faire l'éléphant, en fait, j'ai toujours un souci, en fait, c'est que quand on fait une rotation, en fait, d'une face, Oui. pour faire une distorsion et après continuer, en fait, le problème, c'est que la section, là, en fait, comme c'est une rotation de la face, elle est... J'essaye de faire. Voilà, en fait, là, on voit exactement le truc. Tu vois, en fait, quand tu tords ta section, en fait... J'ai tourné ici, c'est ça? Non, c'est pas ça, en fait. Justement, tu l'as bien fait. Tu as extrudé, puis ensuite tu as tordu ta section, et en fait, le problème, c'est que normalement, tu vois, par exemple, si c'est un angle carré, ça doit pas être un carré, en fait, ça doit être allongé. Ouais. Et là, il y a une perte de... Enfin, c'est pas bon, en fait, dans le mesh. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'avoue, j'ai pas compris. Si maintenant tu extrudes cette face-là à l'horizontale. Et un. Voilà, on le voit bien. Tu vois normalement, en fait, moi ce que j'aimerais, c'est que les deux traits horizontaux ils soient droits. Ah, mais moi, c'est parce que j'ai scalé. Regarde. Ouais. Non. Mais même si tu Ah, oui, en fait, ok. Oui, c'est pas. Effectivement, t'as raison, c'est pas. Parce qu'en fait, quand tu tournes, en fait, le truc, normalement, c'est multiplié par racine de 2, en fait. C'est à 45 degrés. Ah oui, 45 degrés, tu vois ce que je veux dire? Il faut l'arranger. Oui. Tu voudrais que ça reste parallèle? Pour que la section reste identique. Voilà, c'est ça, pour que la section reste identique. Est-ce qu'il y a un truc facile, en fait? Mais il y a une option, normalement. Ils avaient rajouté une option en plus pour qu'ils conservent la même section au même angle. Alors, c'est peut-être dans T. Il faut faire des manipes. Parce que là, du coup, en fait, quand tu fais la rotation du truc, voilà, là, on le voit, tu vois, le truc. Ouais, je vois. Quand tu fais la rotation, la section ne reste pas identique, puisque c'est toute la face, en fait, qui fait une rotation. Il faudra qu'elle soit déformée. Aussi. Moi, pour ce genre de truc, par exemple, ce que je ferais, c'est que je me divise juste la face qui est... Non. C'était une question. Ouais, je vois ce que tu veux faire, mais. Ça, j'ai honnêtement pas la réponse. Mais c'est les rideaux, je suis sûr qu'il l'a. Oui, quoi? Mais c'est les rideaux, je suis sûr qu'il a la réponse. C'est pas important, ça, comme question. Les miennes sont plus importantes. C'est quoi tes questions? Mais toi, t'as déjà fini. Je fais une pause sur la capture du coup.